Salut à toutes et à tous. Nous voilà aujourd'hui, on vous l'avait annoncé ce matin avec un Facebook Live Putsch avec Mélodie Banquet qui nous fait le plaisir de nous retrouver aujourd'hui dans, alors là c'est pas la terrasse de Putsch, mais c'est le coin salon parce qu'il pleut en ce moment à Paris, donc nous avons décidé de nous mettre dans le salon. Voilà, donc nous allons faire un Facebook Live avec Mélodie qu'elle nous parle de Filles de pub, ces mini-séries que tu as lancées en janvier dernier, donc c'est tout récent. Oui. Tu vas nous en parler, on va aussi apprendre à mieux te connaître pour savoir comment on lance Filles de pub. J'ai failli ma langue à fourcher et je pense qu'elle ne serait pas le premier, mais tant mieux. Comment ça se passe, comment tu en es venu à cette idée aussi, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour lancer Filles de pub, comment ça se tourne, comment ça se travaille, comment ça se réfléchit et éventuellement comment ça se vend. Alors, Mélodie Banquet, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que, question basique, mais à mon sens intéressante pour mieux te présenter à nos téléspectateurs, pourquoi d'être devenue humoriste, comédienne, parce que tu es aussi comédienne, tu as les deux casquettes, d'où c'est venu et quand est-ce que ça a commencé finalement? Je pense que ça a commencé très jeune, voilà, quand j'étais petite, etc. Après j'ai commencé le théâtre quand j'étais ado, au lycée. Et puis je me suis orientée vers des études plus classiques, j'ai fait une prépa HEC, une école de commerce. J'ai fait un master de recherche à la Sorbonne en fait cette passion m'a rattrapé, le besoin de jouer, le besoin de m'exprimer que j'avais déjà en master à la Sorbonne parce que j'ai fait du coup un mémoire et je reviendrai dessus. C'est là où j'ai commencé aussi pas mal à approfondir ce sujet sur le féminisme, sur l'image de la femme, sur la publicité. Et puis en fait ça m'a rattrapé, j'ai eu envie de remonter sur des planches, de jouer, d'écrire, de m'exprimer à travers ces arts-là. D'accord. En fait. Qu'est-ce qui a changé? Alors tu étais d'abord comédienne? Ouais, j'ai d'abord été comédienne, je ne me voyais pas du tout faire de l'humour. Tu m'aurais dit il y a 3 ans, tu vas faire de l'humour, je pourrais rayonner. J'aurais fait non, en fait, pas du tout. Et c'est venu il y a environ 3 ans. Parce que en étant comédienne, j'avais plusieurs amis autour de moi qui commençaient à faire du stand-up, à faire de l'humour, à monter des spectacles, des one-man, one-woman. Et du coup, j'ai été en voir plusieurs, j'ai été voir des scènes ouvertes et en fait, je me suis rendu compte qu'à travers l'humour, on racontait des choses qu'on ne pouvait pas dire autrement, que ça amenait en fait des niveaux de lecture différents, moins premier degré, etc. Que ça ouvrait le débat en fait et puis que ça allégeait aussi tout simplement, qu'on pouvait parler de sujets graves, etc. Et d'en rire quoi, et que du coup ça permettait d'alléger des choses du quotidien qui peuvent parfois être lourdes. Et d'où c'est venu cette idée finalement qu'il y avait un premier degré ou un second degré et finalement est-ce que tu n'arrives pas à la conclusion qu'il y a des choses en France qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne peut pas dire de façon plus très informelle et peut-être que l'humour a été ce côté informel qui permettait de dire plus de choses sous le ton de l'humour et des choses aussi graves, tu le dis. Est-ce que tu penses que cette notion de débat ou cette notion de libre pensée ou de libre parole ça a été ce qui a déclenché chez toi la volonté de faire cet humour-là parce que c'est trash, on en parlait, mais c'est un peu osé trash. Après, c'est pas que l'humour, c'est l'art en fait permet justement de faire du second degré, d'aller dans d'autres niveaux de lecture. Parce qu'on le voit même dans le cinéma qui n'est pas forcément de la comédie. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que par rapport au sujet d'actu ou même, je sais pas, plus philosophique ou psychologique, l'art permet d'y aller sans faire du militantisme, entre guillemets, donc sans en fait être catalogué. Je suis, je sais pas, de tel bord ou je défends absolument telle chose. Parce que moi, je sais que par rapport au féminisme, je me suis déjà posé la question. Il y a 2 ans, je crois, il y avait l'expo de Bettina Reims sur des Femmes qui était très belle. J'adore ces photos et cette expo était vraiment très belle. Et en sortant de l'expo, j'avais déjà commencé à écrire mon seul en scène et je me suis posé la question. Et du coup, j'y ai répondu au moment où je suis allée voir ça, parce que j'ai aussi acheté du coup le bouquin de Femmes, je l'ai lu, etc. Et ça m'a permis de me dire, ok, en fait, j'ai pas envie d'être militante, je suis artiste, je m'exprime dessus, j'ai envie de créer du débat dessus, de la discussion, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais j'ai pas envie de dire que je suis absolument pour ou contre ça, pour ou contre tel truc, même si forcément on l'est, je veux dire, mais il y a des choses sur lesquelles je me pose encore des questions et je sais pas si j'aurai la réponse un jour, et ça permet en fait d'ouvrir ce débat en fait et
de questionner, d'aller plus loin, quoi. On t'avait reçu d'ailleurs dans Putsch sur Push.media. Je vous invite à partager, de liker live, à poser vos questions parce que Mélodie se fera un plaisir, je l'espère, de répondre à vos questions. N'hésitez pas bien sûr à le partager pour qu'un maximum d'amis, de proches et de relations puissent participer et puissent découvrir le travail trashy mais plein d'humour, second degré de ce qu'elle fait. D'ailleurs, on vous donnera tout à l'heure tous les infos pour aller voir les clips. On appelle ça des clips. Donc je reviens à ma question initiale. Tu avais déclaré chez nous, je suis féministe parce que je n'ai pas eu le choix. Est-ce que tu peux rapidement réexpliquer à tes spectateurs pourquoi Bien sûr, parce que tout simplement, à force en fait de me poser des questions dessus, plus j'approfondis le sujet, plus je me rends compte en fait au quotidien de la structure patriarcale hyper lourde en fait, et donc du coup du sexisme ordinaire, de plein de choses en fait du quotidien où en plus c'est dans tous les milieux, on parle beaucoup de l'égalité des salaires. Je sais pas, l'égalité femmes-femmes, la voilà, parité, etc. Mais il y a aussi effectivement au quotidien, il y a ce qui se passe aussi, donc ça c'est plus dans le côté public, mais il y a aussi dans le côté privé, donc les violences conjugales, etc. Qui sont vachement minimisées en fait parce qu'elles sont tellement banalisées, tellement ça existe depuis des millénaires et que du coup, pour beaucoup de gens c'est… Et je comprends, parce que moi, en fait, c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte, en fait, à quel point c'est lourd et à quel point c'est présent, quoi. En tant que femme, tu as été sensibilisée comment à ça, par quel moyen? Et à un moment donné, et ça a été tellement imprégnant chez toi que tu t'es dit, il faut absolument que j'en parle, il faut absolument que je réfléchisse dessus et que je m'interroge. Je pense que je suis sensible à ça depuis toute petite, parce que honnêtement, je me rappelle juste de ado, lire des choses dessus, lire Simone de Beauvoir, lire plein de choses sur, pas que sur le féminisme, mais en tout cas à me poser des questions, entre autres là-dessus. Et du coup, en fait, après, ça m'a suivi sans que… là, maintenant, il y a vraiment une volonté. Je veux dire, il y a une volonté d'engagement là-dedans. Par exemple, même quand j'ai fait mon mémoire là-dessus, c'était en 2013. Entre là 2013 et Fille de pub, il s'est passé tout un temps où j'ai peut-être lu des choses, j'ai peut-être machin, mais il n'y a pas eu d'engagement vraiment. Alors pourtant mon mémoire portait là-dessus. Oui, tu étais dans la recherche. Voilà, j'étais dans la recherche, etc. Et puis j'ai un peu laissé ça de côté, etc. Et puis c'est peut-être avec aussi MeToo, Balance ton port, etc. Ouais, que tu penses que ça aussi, ça a réémergé de la surface? Ça a réémergé, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais déjà vachement réfléchi. On a parlé aussi de la Ligue du LOL, qui a éclaté il n'y a pas longtemps au sein de grandes rédactions, de journaux. Qu'on n'aurait pas imaginé en fonction de leur ligne éditoriale, souvent très bien pensante, progressiste. À l'époque, on ne se rendait pas compte, quoi. Mais c'est normal parce qu'il n'y avait pas, ce niveau de lecture-là, en fait. On ne se rendait pas compte. Les mecs, on fait des blagues, on ne se rend pas compte à quel point… Parce que comme tu disais tout à l'heure aussi, l'humour… c'est délicat pour ça aussi, quoi. Jusqu'où tu peux aller en humour. On peut parler de racisme, on peut parler de beaucoup de choses qui peuvent être un peu touchy. Les gilets jaunes, l'humour, ça sert à ça aussi, de parler de sujets d'actu. Et du coup, parfois, ça peut être très touchy, quoi. Où est-ce que, jusqu'où tu vas? Et moi, je sais que dans Fille de pub, c'est ça aussi que je questionne. Effectivement, j'essaie d'aller un peu loin pour savoir jusqu'où tu peux aller, en fait. C'est marrant parce que la première vidéo, Royal Câlin, j'ai eu un des commentaires sur YouTube qui disait c'est hyper sexiste, etc. Et en fait, j'ai pas répondu, mais j'ai envie de répondre. Mais c'est sexiste pourquoi? Parce que ça dépeint une société qui est sexiste. En fait, moi, je fais juste que parler de quelque chose qui existe déjà, en fait, que je pousse un peu loin pour en faire de l'humour, pour le caricaturer, mais c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, en fait, c'est la société qui est sexiste, en fait. Et les gens ne se rendent pas forcément compte de ça parce qu'ils sont baignés, en fait, là-dedans. Donc ils n'ont pas de recul. Alors, il y a eu la grande affaire MeToo avec le fameux producteur américain Weinstein. Il y a eu MeToo ensuite qui s'est propagé sur les réseaux sociaux. C'est parti du milieu du cinéma, mais on a quand même bien vu que c'était quand même assez généralisé, avec des dépôts de plaintes, avec des filles qui ont commencé à témoigner dessus. Sur la Ligue du LOL, est-ce que tu n'as pas été quand même surprise que ça vienne de ce milieu-là, de ces journaux-là, par exemple? Parce qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est que dans le milieu du cinéma, il y a quelque chose de… parce que les actrices, en tant que comédienne, je le sais, c'est plus touchy, on fait un métier de touchy où on met notre corps au service d'un metteur en scène, au service etc. C'est délicat. La limite à ne pas franchir, etc.
faut être assez sûr de soi, bien se Est-ce que connaître. ça a changé les rapports, par exemple, toi, tu es comédienne maintenant sur des tournages ou en rapport avec des autres comédiens, des autres acteurs et des metteurs en scène ou des réalisateurs? Directement non. Par contre, je sens, dans le sens où moi, dans le travail, non, parce que j'ai toujours travaillé pour le moment qu'avec des personnes de confiance et donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que je sens moins je viens chercher. Enfin, c'est con, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on reçoit des messages, voilà, quand on est comédienne, quand on est exposé, on reçoit des messages de mecs qui te draguent, etc. Non, 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 qui utilisent le fait, je sais pas, d'être réalisateur, d'être producteur pour te dire. La libye de la drague, peut-être. Ouais, voilà. Et je reçois moins, quoi. Donc il y a quand même, je pense, quelque chose qui… C'est peut-être plus voilé, finalement. Ouais, voilà, c'est plus voilé. C'est plus… voilà. Et donc, ouais. Alors, une question. Où tu situes… Alors, je sais que c'est une question difficile à répondre, mais est-ce que sur ces sujets, sur ces polémiques qui ont émergé, ces situations de fait qui ont émergé, comment toi tu situes, et on va en parler parce que ça rejoint, à mon sens, tes clips, tes vidéos, ton travail, où commence finalement, où s'arrête la séduction basique, on va dire gentleman, et où commence selon toi, pas le harcèlement, mais quelque chose qui devrait ce qu'on a l'habitude d'appeler lourd, parce que ça c'est vraiment important et c'est ton sujet, me semble-t-il. Ouais. Bah moi je pense que c'est dans la subtilité, je veux dire. Bon après il y a le débat, effectivement, c'est rare qu'une nana, par exemple dans la rue, va aller voir un mec et t'es pas mal, etc. machin. Donc bon, c'est vrai que si les mecs pouvaient limiter ça, mais bon après voilà, on est des êtres humains, t'as envie de rentrer en contact, etc. Je veux dire, voilà, maintenant, effectivement, tu le sens. Je ne sais pas s'il y a eu un eye contact, si du coup, entre guillemets, la personne en face a envie ou pas. Je veux dire, faut être un peu peut-être sensible. Perspicace, quoi, un peu, voilà, et pas faire du rentre-dedans. Juste, enfin, je veux dire, moi, le nombre de fois où je suis au téléphone et t'as un mec qui vient de parler. Enfin, bah, bien sûr que non, enfin, tu vois, ça sert à rien, tu vois. Genre, il y a un moment donné, c'est aussi. Une question de contexte, de perception, quoi, être sensible à ce que l'autre te renvoie et puis bah, tu le sens, quoi, tu le vois si l'autre te laisse la porte ouverte ou pas, quoi. Je pense pas qu'il y ait en fait de règles à appliquer et de cas. Pour toi, ça n'a pas finalement changé si profondément les rapports humains, parce que ce sont des rapports humains. Le problème de tout ça, c'est que c'est toujours la même chose. C'est les personnes qui sont un peu touchées, qui vont lire, etc., qui vont du coup être sensibilisées à ça. Donc ça commence un peu par le haut. Ça a du mal à du coup descendre en fait les réflexions sur ça. Et c'est un peu la grande question, comment tu fais pour descendre en fait les idées. Et moi je sais que c'est aussi pour ça que l'humour m'a vachement intéressée quand je me suis dit il y a 3 ans, ah tiens, moi j'étais du style aller à la colline, aller dans le théâtre public, etc. Et c'est cette grande question, c'est que dans le théâtre public, il y a des discours, des pièces, des textes très engagés. Donc du coup, en fait, on fait du théâtre pour des gens qui ne vont pas au théâtre. Et donc en fait, comment tu fais pour sortir le débat de ces endroits qui sont très hermétiques, peut-être hermétiques, très bien sûr, voilà. Et comment tu fais, quoi. Et c'est vrai que l'humour et le stand-up, je trouve, a cette force-là, c'est que y a des gens qui vont voir du stand-up, qui ne vont peut-être sans doute pas au théâtre, qui ne vont pas voir tel film d'auteur qui porte du coup tel message. Et donc du coup, le stand-up et l'humour de manière générale permet en fait de commencer à peut-être mettre des graines dans peut-être faire des passerelles entre les plusieurs pour des gens qui ne lisent pas forcément, etc. Enfin voilà, et ça permet effectivement d'amener en fait ces discours-là dans le grand public, quoi. D'accord. Donc on va rentrer dans Fille de pub. Une question basique, mais je pense que nos téléspectateurs se la posent ou se la poseront quand ils regarderont le replay. Fille de pub, pourquoi? Il y a un petit clin d'œil dans Fille de pub, on est d'accord? Au niveau du titre, tu veux dire? Oui, bien sûr. Bah oui, il y en a plusieurs. Bon, il y a le jeu de mots avec les de pute, voilà. Et puis il y a le clin d'œil à Culture Pub, qui est une des rares, voire seules émissions qui a traité de la publicité sans. Enfin, il y avait des publicités de qualité, il y avait des vidéos drôles, des vidéos intelligentes, parfois complètement débiles, mais qui amenaient en fait une autre image
de la publicité que ce qu'on peut voir quand tu allumes ta télé et tu vois 15 publicités qui sont les mêmes, où c'est la même nana, le même sourire, la même… Oui, il y a des codes, codes qui sont répétés en permanence. Et dans Culture Pub, pardon, tu avais vraiment ce truc de différenciation, quoi, Oui, des pubs, on va dire presque parfois intelligentes, ou du moins fines, qui pouvaient laisser plusieurs lectures. D'ailleurs, il y en a qui étaient… Et c'est vrai qu'on peut remarquer, et tu as raison de le dire, qu'aujourd'hui les publicités sont quand même assez lyophilisées les unes aux autres. C'est à peu près les mêmes montages, avec les mêmes agences derrière qui créent les mêmes choses, avec des messages clairs, et qui souvent mènent au sexisme, au féminisme, selon toi, j'imagine. Même si tu as un réalisateur ou je sais pas qui va vouloir proposer quelque chose de différent, tu as la marque derrière qui va dire « Ah ben non, parce qu'il faut qu'aux yeux du public, on soit lisse, etc., qu'on rentre dans les codes pour que les gens, du coup, voilà. » Alors qu'au contraire… si tu fais quelque chose qui est décalé, les gens vont être vachement plus réceptifs. Un peu discordant, moi, c'est justement là-dessus. Voilà, c'est justement l'objet de ton travail aujourd'hui. C'est l'objet de mon travail. Et en fait, c'est ça, c'est que comment est née Fille de pub, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, pendant mon master à la Sorbonne, j'avais vachement réfléchi là-dessus. Et en fait, je me suis vachement nourrie d'Oliviero Toscani, qui est le photographe qui a fait les pubs pour Benetton. Et en fait, il a écrit un livre qui s'appelle La publicité est une charogne qui nous sourit et qui est hyper intéressant là-dessus. Et oui, il fait un tollé sur la publicité alors que lui-même était publicitaire entre guillemets. Donc en fait, voilà. En fait, ce qui est génial avec la publicité, c'est que on l'aime comme on la hait en fait. On a grandi avec, on retient les slogans par cœur, on a des images de pubs qu'on connaît par cœur, etc., qu'on forgé l'imaginaire collectif. C'est des codes. Je veux dire, tu vas parler à quelqu'un que tu connais pas, tu lui cites un slogan, etc. Il le connaît. C'est un langage, c'est un peu un langage universel, quoi. Est-ce que c'est moins vrai aujourd'hui qu'avant ? Cette culture pub finalement, est-ce qu'il y a des pubs effectivement, on a à peu près le même âge, qui nous reviennent en mémoire d'ailleurs, parfois dans les discussions entre amis, il y a des privés jokes sur des publicités. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peut-être l'impression que les publicités sont tellement lyophilisées qu'on n'a plus d'ancrage finalement, si ce n'est pour nous vendre un produit, ou nous vendre une marque, ou nous vendre un crédit ou un abonnement, je ne sais à quoi. Bah oui, je pense que oui. Est-ce qu'elles ne racontent plus rien finalement, ces publicités? Elles ne racontent peut-être plus rien? Je sais pas parce que du coup moi j'avoue que j'ai plus la télé, donc je regarde pas je vois beaucoup moins de publicité. J'en vois au cinéma, j'en vois quand j'ouvre un magazine ou même sur internet, il y en a beaucoup avant, etc. Mais c'est vrai que sur internet on les zappe, on a ignoré cette publicité donc tu les zappes. Oui, je pense. Enfin, moi, je vois au quotidien, je fais encore des références à certaines pubs parfois, et puis mes potes ils captent tout de suite, mais c'est des anciennes pubs, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu me cites un truc de pub, je suis là, non, pas forcément, quoi. Donc, et c'est dommage parce que la pub faisait avant peut-être partie aussi d'une culture populaire, qui était orientée autrement, et aujourd'hui, c'est un peu plus l'ère du vide finalement. C'est l'ère du vide et l'ère du tout, en fait. Il y a trop de choses. Il y a tellement de communication digitale, puis en plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc tu as de la pub sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, tu as des vidéos sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur ta télé en replay, etc. Machin. Enfin, tu t'es noyé dans la masse, quoi. Donc en fait, c'est l'ère du trop et du rien, quoi, en fait. Donc la question qui me vient, c'est comment Fille de pub se positionne aujourd'hui là-dessus. Donc il y a un côté, on va dire, presque lanceur d'alerte. Il y a un petit côté lanceur d'alerte chez toi. Et qu'est-ce qui fait que tu accroches les gens? Qu'est-ce qui fait que tu es discordante dans le tournage des clips et dans ce que tu veux y dire? Parce que tu vas nous en parler rapidement. Comment tu choisis tes thèmes, tes sujets. D'ailleurs, techniquement, comment ça se passe aussi pour les tourner? Parce que certaines sont quand même assez bien foutues. J'imagine qu'il doit y avoir quand même derrière pas mal de techniques de réflexion et d'écriture. Comment ça se passe, Mélodie, tout ça? Donc, je me permets, on est toujours avec Mélodie Banquet sur Facebook Live. N'hésitez pas à partager, liker la page. Mélodie Banquet qui vient nous voir ici dans les salons de Puig pour Filles de pub. On vous recommande d'aller visiter. On vous donnera tout sur la page Facebook tout à l'heure et sur le site. On vous donnera toutes les infos. Je te laisse la parole pour sur cet environnement de tes. Alors du coup, il y avait beaucoup de questions en une. Alors voilà, comment tu te situes par rapport à ce que tu fais dans tes publicités? Comment tu choisis les thèmes? Comment tu les as écrits? Et puis rapidement la technique, parce que c'est quand même du travail de professionnel. Alors comment je me situe à la base, il y avait. Enfin, quand c'est né, honnêtement, moi, juste le côté transgressif, provoque et tout, me fait marrer, quoi. Donc du coup, c'est mon style d'humour, quoi. J'aime bien ça. Donc du coup, quand j'ai commencé à les écrire,
c'est ce que j'ai écrit en fait. Je pense que je suis pas aujourd'hui capable d'écrire des choses très lisses. Donc du coup, c'est né comme ça, de mon style d'humour, de mon style d'écriture, le côté transgressif. Et après, en fait, j'étais en réflexion donc sur ce côté féministe, sur la place de la femme, l'image de la femme et tout. Et donc du coup, c'est un peu venu naturellement de d'écrire sur l'hypersexualisation de la femme dans la publicité. Et j'ai choisi la publicité volontairement parce que je trouve que c'est un média génial en fait pour décrire la société. En fait, la publicité et les sociétés évoluent ensemble. Elles se confrontent l'une à l'autre et se font évoluer. Les gens, à force d'être bombardés d'images qui sont les mêmes, etc., finissent par intégrer et banaliser certaines choses. Et inversement, c'est la société, je veux dire, qui crée des publicités. Donc ça se nourrit comme ça, il y a une espèce de lien systémique en fait entre les deux. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant à utiliser comme média, parce que du coup, ça crée des satires sociales très intéressantes, quoi. Ouais. Mais parce que tu secoues quand même dans tes publicités. Ouais. Quand on les regarde la première ou la seconde, on est quand même assez stupéfait par le ton. Moi, ça me fait rire, parce quoi, que tu permets, et c'est très bien. Et il y a une volonté évidemment de parler de ces sujets-là, mais il y a aussi une volonté de se marrer tout simplement, d'alléger le débat par rapport à ça. C'est vrai que le féminisme aujourd'hui, depuis effectivement Balance ton porc, MeToo, la Ligue du LOL, etc., ça n'arrête pas. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu es tellement noyé que tu ne sais plus quoi penser. Tu entends un tel qu'en parle, un tel qu'en parle, un tel qu'en parle. Et tu as un peu envie de souffler, quoi. Et l'idée, c'était aussi ça. C'était, on peut souffler 2 minutes par rapport à ça. En plus, avec les travers de la dénonciation aussi. On va parler que certaines personnes aussi ont été accusées et parfois, pour le coup, il y a eu des vengeances aussi qui ont été faites. Pas dans tous les cas, mais c'est dans le processus humain, il y a pu avoir aussi des histoires de vengeance sordide qui n'ont mené à rien d'ailleurs. Et quel que soit le couple hétérosexuel, homosexuel, enfin je veux dire, on est vraiment dans la sexualité ensemble humaine, on a pu avoir des affaires qui étaient parfois la diffamation. Ça crée des dérives. Il y a le côté diffamation, puis il y a le côté après, est-ce qu'elle dit vraiment la vérité ou est-ce qu'elle le fait pour se faire connaître, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, et c'est vrai que du coup ça va hyper loin, quoi. Et t'es là, waouh. Donc il y avait ce côté-là aussi, vouloir un peu en rire, quoi, et en rire de manière qui peut mettre d'accord les femmes et les hommes, dans le sens où on est féministe parce que on a envie d'une société en commun, quoi, pas d'être l'un contre l'autre ou de justement ensemble on est plus fort. Oui, mais c'est intéressant que je pense au clip que tu as fait sur Uber. Effectivement, on voit que les torts sont partagés. On n'a pas la vision de l'homme complètement assoiffé de sexe qui rentre chez lui. Tu nous en diras quelques mots. Et c'est vrai qu'il y a quand même une certaine parité pour le coup dans la faute ou dans le désir, où on voit que c'est pas machiavélique, ou du moins, manichéen, c'est pas manichéen. Enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était manichéen. Voilà. Non, ça le veut pas. Après, ça reste de l'humour, ça reste de la création, chacun a sa réception. Il y a sans doute des gens qui vont trouver que ça l'est, qui vont trouver que c'est très sexiste, qui vont trouver que, voilà, pas de souci. Mais non, la volonté, effectivement, c'est de pas être manichéen et et effectivement, en fait, dans ma réflexion, j'ai compris aussi que quand tu grandis dans une société où la structure patriarcale est tellement imprégnée que tu grandis avec sans t'en rendre compte, donc homme comme femme, on grandit avec sans s'en rendre compte. Moi, je me rappelle d'une fois où je fais partie d'un collectif d'acteurs, Ouvre tes ailes, où on s'entraîne avec un coach, etc. Et une fois, on a créé une espèce de danse sur le consentement, et en fait le fait d'en parler, c'était juste après l'affaire Weinstein, hashtag MeToo, etc. Mais vraiment quand ça se passait, et il y a un mec dans la salle, en voyant notre danse, qui s'est dit, qu'on a pleuré, et qui s'est rendu compte que peut-être que j'avais eu en fait des comportements répréhensibles, répréhensibles, mais sans m'en rendre compte, parce qu'en fait j'ai tellement été éduquée comme ça que moi on m'a dit t'es un mec, tu fais comme ça, etc. Donc en fait il n'y a pas de personne, et il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Enfin si, il y en a bien sûr, je veux dire, dans un certain sens, au bout d'un moment il faut quand même
Oui, il y a des torts qui doivent il être faut quand même attribués. remettre la responsabilité. Voilà, il faut quand même. Voilà. Mais je veux dire, il faut prendre en compte ça. C'est-à-dire que homme comme femme, mais comme la jalousie entre femmes, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est énorme. Et je veux dire, j'en ai été la première, voilà. Et du coup, je me pose vachement de questions aujourd'hui, maintenant là-dessus. Souvent, maintenant, les deux grandes questions qui me reviennent quand je reçois quelque chose, c'est est-ce que c'est ton ego qui parle et est-ce que c'est la jalousie, etc. Et donc, du coup, ok, non, bon bah, du coup, je vais réagir en conscience de ça. Mais voilà, enfin, quand tu as cette structure patriarcale. Voilà, tu grandis avec ça, il faut en avoir conscience, quoi. Oui, pour toi, il y a un rapport qui a été faussé peut-être aussi dans l'éducation, bien sûr. Dans et le monde culturel et social où on a vécu. C'est un sujet qui est énorme dans l'écriture de mon seul en scène, c'est la responsabilité d'éducation, qu'elle soit au niveau de l'éducation nationale, comme au niveau des parents, des valeurs que tu transmets, quoi. Et dont on ne se rend pas forcément compte. Effectivement, et tu as raison de parler d'éducation, mais une question que je voulais te poser depuis quelques minutes. Sur l'affaire Weinstein, sur l'affaire MeToo, on a quand même vu que les affaires, les scandales sont partis effectivement de ce producteur très connu à Los Angeles, mais on s'est rendu compte que c'est né dans un monde de jet-set, de célébrité. On n'était pas dans un monde populaire, dans un environnement populaire. On était vraiment au jet-set du cinéma, où on s'est rendu compte qu'il y avait finalement beaucoup de pratiques qui étaient inadmissibles. Donc, est-ce que la célébrité, par exemple, ma question va là, est-ce que la célébrité peut générer, à un moment donné, aussi des passe-droits qui sont vus comme des actes extrêmement répréhensibles, extrêmement déplacés, qui peuvent être préjudiciables? Parce que tu es la célébrité, dans un milieu de célébrité, il y a plus de ça? Oui. Ou est-ce que l'éducation, autant que non, pas du tout. Non, je pense pas. Je pense que c'est dans tous les milieux. Pour en revenir justement à ta question à laquelle, à force de parler, on n'a pas répondu tout à l'heure par rapport à la Ligue, etc. Non, je pense que ça existe dans tous les milieux. Et donc, du coup, non, moi, ça ne m'a pas étonné quand ça sort au niveau dans le milieu journalistique. Quand, je veux dire, combien de nanas, mais ne le disent pas parce que c'est au travail. Il y a un tel qui... le matin, à chaque fois qu'il me voit, tous les matins, j'ai le droit à une réflexion sur t'es jolie, t'es habillée comme ça, t'es machin, t'es etc. Oui, une fois, je dis pas que ça fait pas plaisir, tu vois, mais ça dépend. Encore une fois, c'est le dosage, c'est le dosage, et puis ça dépend qui te le dit, comment il te le dit, etc. Et c'est ça la limite en fait entre du harcèlement et juste du compliment. Nous, je veux dire, quelle nana va arriver au boulot et va faire au mec ah, il va bien ce petit costard, et tous les matins. Il y a un moment donné, c'est ça aussi, quoi. On est au travail, on est dans le milieu du travail, il y a un cadre à respecter, une certaine, pour se sentir à l'aise, pour bien faire son travail, pour que chacun soit à sa place, et voilà, quoi. Et donc du coup, non, je pense que ça existe dans tous les milieux. Reparlons d'éducation, parce que tu étais parti sur ce sujet qui est extrêmement intéressant. En quoi l'éducation aujourd'hui peut-elle favoriser ou a-t-elle favorisé ce comportement ou ces comportements dont tu rappelais que les torts étaient aussi parfois partagés et pas forcément… Comme on transmet des choses qu'on nous a apprises, et quand tu as appris que les femmes devaient agir comme ça, les hommes devaient agir comme ça, il y a beaucoup de parents qui inconsciemment, de parents ou de professeurs des écoles, etc., qui vont dire ah, non, t'es une fille, etc., machin, non, t'es un garçon, etc., machin. Et en fait, c'est tout ça en fait que toi, tu grandis avec ça, on t'intègre et tu te dis ah c'est normal, c'est comme ça. Tu te poses même pas la question en fait. Et c'est là-dessus en fait que je pense. Ça paraît naturel. Je pense que c'est là-dessus où il faut commencer à faire réfléchir les gens, quoi. Mais tu penses que l'éducation nationale a aussi un rôle à jouer dans ce… Est-ce que c'est pas plutôt dévolu à la famille, à l'environnement familial, plutôt qu'à l'éducation nationale? Non, parce que quand on t'apprend à l'école, c'est un discours commun, quoi. Quand ta maîtresse, elle te dit quelque chose et… ta maîtresse aussi, elle t'apprend des choses. Mais tout, je veux dire, la télé, c'est pareil. Je pense, je sais pas, à ces polémiques qu'il y a, je sais pas, quand c'est la période de Noël et qu'il y a les jouets pour garçons, les jouets pour filles, et puis que c'est en rose et puis que c'est en bleu, quoi. C'est très manichéen, quoi. Très, non, pourquoi? Tu peux être un garçon et avoir envie de faire de la danse, et tu peux être une fille et avoir envie d'acheter un Action Man, et puis… Une question, et j'entends, mais par exemple, sur la télé. Et sur la télévision, par exemple, on voit encore qu'il sévit sur les antennes, il sévit vraiment sur les antennes encore du service privé, des téléréalités. Où là, on a vraiment l'adoubement absolu de la fille bimbo, soyons clairs, et le mec baraqué.
Ça aussi, est-ce que ça fait pas du mal aux jeunes adolescentes et adolescents? Est-ce que ce rapport-là, cette espèce de dualité permanente de télé-réalité, qui est libre d'accès, tout le monde peut la regarder, est-ce qu'à un moment donné aussi, l'État, alors ça c'est une question d'ordre, on va dire, philosophie politique, est-ce que l'État aussi, c'est une question que je te pose, en tant qu'humoriste et artiste, comédienne, est-ce que tu ne penses pas que l'État devrait y mettre bon ordre, du moins regarder le CSA notamment, de regarder plus précisément ce genre d'attributs entre, je pense à plusieurs télé-réalités que vous connaissez tous. L'État a forcément un rôle à jouer dans le sens où l'État est propriétaire de certaines chaînes. Mais, et puis garant aussi. Garant aussi de ce qui passe à la télévision, quel que soit privé ou public. Mais à certains postes de responsabilité, certaines personnes. Donc forcément. En fait, le problème avec la télévision, c'est toujours la même chose, c'est que tu cherches c'est le côté capitaliste de la chose, c'est que l'argent prime sur le contenu. Et du coup, oui, forcément, tu as envie de faire de l'audience, tu as envie que ta chaîne soit la première, etc. Et plus tu mets aux yeux des gens des contenus comme cela, plus ils vont regarder cela et être attirés par cela. Je veux dire, c'est l'effet boule de neige. C'est un cercle vicieux pour toi. C'est l'effet boule de neige. Mais alors, ce que je voulais te poser, je vais être plus précis dans ma question. Revenons à l'État. C'est-à-dire que l'État est le garant, l'État est le gendarme. Est-ce qu'on peut comprendre que d'un côté, l'État fasse beaucoup de prévention et de clips de toutes sortes pour prévenir ce genre d'agissement, mais laisse d'autre côté, le soir, sévir des émissions de télé-réalité avec des scènes et des individus choisis, castés, qui incarnent finalement cette espèce de rapport binaire de femmes avec des gens qui sont extrêmement ciblés. Après, donc est-ce que l'État a pas son rôle à jouer aussi dans cette façon de pouvoir contrôler et réglementer ce genre d'émission, alors qu'il fait des campagnes de MeToo, il fait des campagnes à les services publics. Est-ce qu'il n'y a pas là une dichotomie entre deux visions, ou du moins deux agissements? Je ne m'étais pas posé la question, et donc merci. Mais effectivement, oui. Parce que, pareil, je veux dire, les campagnes de prévention, elles servent généralement après. Ouais. Ou de sensibilisation. Elles parlent, je veux dire, c'est après. C'est il m'est arrivé tel truc, donc du coup, je vais appeler tel numéro, etc. Parce qu'il y a des numéros qui ont été mis en place, des numéros verts pour harcèlement. Mais du coup, c'est déjà arrivé. Dans le métro aussi, aujourd'hui, à Paris. Je pense qu'à Paris. C'est trop tard, tu vois, quand c'est arrivé, c'est déjà trop tard. Donc, effectivement, le problème, c'est que faire des campagnes de prévention, c'est joli, mais ça ne sert pas à grand-chose, je pense. Alors qu'effectivement, si tu vas dans la structure même et que tu imposes effectivement… Après, voilà, il y a entre guillemets la liberté d'expression. J'ai pas à dire que ces programmes n'ont pas le droit d'exister. Il en faut aussi pour tous les goûts, sous cette etc. forme. Sous cette forme et surtout aussi nombreux, parce qu'en fait c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que le nombre de chaînes qui proposent des trucs un peu qui vont ouvrir l'esprit, qui vont… il n'y en a pas beaucoup, alors que… Parce qu'en plus, ces chaînes de télé-réalité, elles sévissent depuis les années 2000, voire 95. Donc c'est quand même un problème récurrent qui me semble, moi, devoir apporter à la connaissance de l'État un minimum d'attention et de… Mais complètement. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, diffuser dans le métro à Paris, pour ce qui nous concerne, des messages de prévention en disant si vous vous sentez harcelé, merci de contacter les services de sécurité ou un agent RATP. Et puis le soir, laisser à la télévision, je ne vais pas citer d'émissions pour ne pas m'attirer les foudres, mais on voit très bien de quelles émissions je parle, et laisser diffuser à plein sur nos anciens tubes catholiques des émissions qui mettent en avant des femmes qui ressemblent à des bimbos et des hommes qui n'ont pas l'air plus intelligents. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui… Si ces bimbos étaient intelligents, tu n'aurais pas de souci, je veux dire. Mais bien sûr, mais on est vraiment dans une caricature. Mais on est dans une caricature. Quand je dis ça, je dis c'est une caricature. Comme la publicité quand elle caricature à chaque fois et que tu vois, voilà. Et non, je suis d'accord. Et effectivement, peut-être qu'en fait, il faudrait agir par là en termes d'allocation de budget, c'est peut-être effectivement comme ça qu'il faut le prendre en fait, à la source et pas après en fait. Les campagnes elles servent à rien, alors que si tu prends à la source et qu'effectivement tu alloues des budgets différemment, que tu mets des responsables de chaînes ou de programmes différemment, voilà. Mais le problème il est toujours là aussi, c'est que tu as ce grand débat sur le fait que la maîtrise du peuple entre guillemets.
c'est un peu, voilà, Non, ce ouais, que je veux dire, mais c'est pareil que la culture. moins les gens réfléchissent, plus ils sont malléables. Bien sûr, mais ça, c'est George Orwell, Chomsky, voilà, oui. Et c'est pareil que dans la culture où tu as des programmes, des millions d'euros déversés dans des passes culture, dans des bibliothèques, et puis tu vas laisser à la télé sur ces 8 chaînes des aberrations absolues à des heures de grande écoute, où la plupart des adolescents, voire grands adolescents, voire parfois pire plus tard, ou même quand tu vois le théâtre privé, le prix des places des théâtres privés, donc tu préfères allumer ta télé que de dépenser 40 balles pour aller voir un tel. En sachant qu'il y a souvent en plus des places, des tarifs qui sont adaptés aux gens précaires, bon, ça, il faut aux le jeunes. savoir, il faut faire la démarche. C'est cette question sur ce sujet qui t'intéresse. L'éducation a son rôle là à jouer aussi là-dedans. C'est on nous éduque pas à faire l'effort de se dire aller au théâtre. Mais on en revient toujours à l'État. On en revient toujours à la puissance de l'État. Il a son rôle à un moment donné d'arbitre ou de, je veux dire un gros mot, de stimulateur de culture, d'éveil culturel et de voilà. C'est cette question que je voulais aborder avec toi parce que ça me paraissait intéressant. Oui. Puis c'est vrai que au niveau de l'éducation nationale, on voit très bien à quel point le peu d'intérêt qui est donné à l'art dès qu'on est tout petit, c'est très formaté l'école. C'est un schéma, une façon un peu de penser. On dit que c'est censé nous ouvrir notre libre arbitre, etc. Je suis désolée, à quel moment quoi? Enfin, on nous dit qu'il s'est passé tel truc à telle date, etc. Et puis vous devez le savoir, penser comme ça, et puis peu importe quoi. Ouais, ça manque de consistance pour toi, d'épaisseur, de consistance. Complètement. Ça manque de sexy ou de glamour historique peut-être. C'est rare, oui si on veut, c'est de bimbo dans les livres d'histoire, j'en sais rien. Mais c'est rare les professeurs qui t'ouvrent vraiment la voie à une réflexion, même en philo. Philo, c'est t'apprends tel truc, etc. Machin, tu fais une rédac, je te mets une note, et puis bon, voilà. Et alors qu'effectivement, si après, j'ai pas la solution. Oui, non, mais comme c'est des sujets effectivement qui t'intéressent, c'est toujours bien de pouvoir avoir aussi l'avis d'une comédienne qui travaille ces sujets. Je pense effectivement, d'un point de vue éducation nationale, un gros travail à faire. Et qui va par les messages qui sont passés, les budgets qui sont alloués et la manière de réfléchir. On est dans un système où c'est très matheux, entre guillemets, très froid, très stratégique et cartésien. Alors que si tu vas dans un système de pensée qui est beaucoup plus systémique, qui est beaucoup plus en mouvement et qui est de manière concrète du coup qui ouvre la pensée et qui alloue plus de budget à l'art, à je sais pas, des sorties culturelles, des choses comme ça. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans quoi. J'ai une question un peu plus politique qui me vient. Que penses-tu du travail entamé par Marlène Schiappa par exemple sur ces questions-là? Est-ce que tu penses qu'elle va dans le bon sens ou pas? Pour être honnête, j'ai pas suivi en profondeur. J'ai juste suivi ses aléas avec Cyril Hanouna, etc. Donc honnêtement, après, si tu peux plus m'en dire, peut-être que je peux. Non, c'est pour savoir un peu comment à l'égalité des gens, l'égalité homme-femme sur ces sujets, qu'elle est très engagée, ou du moins chacun se fera son opinion. Voilà, c'était une question. Mais j'ai juste suivi le côté personnage public en fait. J'ai pas été en profondeur dans le truc, donc j'aime pas parler d'un sujet que je ne connais pas assez en profondeur. Très bien. Donc on va en parler du sujet que tu connais parfaitement. Comment as-tu choisi les thèmes? Je crois qu'il y a 5 clips aujourd'hui, c'est 4-5, c'est ça? 4 pour le moment. 4 clips. Comment tu les as choisis? Donc est-ce que tu peux nous décrire rapidement les thèmes des 4 clips? Les thèmes, t'entends le côté Royal Câlin. L'angle que tu as pris, rapidement la mise en scène, ou du moins ce que tu as voulu dire et sur quoi tu as travaillé sur chacun. Voilà. Honnêtement, donc au début il y avait cette envie de parler de la femme dans la publicité, mais pas que, de la société de manière générale. De la femme dans la société, je veux dire, mais aussi, je pense à Ubitch, voilà. Et du coup, les thèmes, entre guillemets, donc Royal Câlin, Chagas, Ubitch, etc., sont un peu venus, je me suis pas dit, tiens, je vais en faire un sur une parodie de Hubert, tu vois, ou une sur... c'est venu en écrivant. D'accord. Après, parce qu'il y a des choses qui me touchent plus, je veux dire, dans la société. Donc c'est plus lié à ça, plus à ma sensibilité.
Et voilà, je suis un peu D'accord. dans le- Ouais, parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sont quand même assez osées. Hein. Je crois que c'est Chagas, elle est quand même assez osée. On est quand même sur. Là, pour le coup, je crois que c'est peut-être la plus manichéenne, on va dire, de tous les clips. C'est le plus manichéen pour moi. Mais on va quand même fort. C'est-à-dire que tu te dis à quel moment tu te dis il faut que je m'arrête, ou du moins je voudrais faire cette scène-là et je peux pas parce que là, je peux pas aller au-delà de ça. Voilà, parce qu'à un moment donné, tu pourrais aller très loin. Sur ces sujets-là, tu pourrais aller très loin. Tu t'arrêtes toujours, on va dire, au bon moment, là où ça commence à devenir trash, mais tout en restant à la limite de ce qui est montrable. Je m'arrête là où moi ça me fait montrable. rire en fait. Là où moi je me dis ah tiens ça c'est drôle. Et parfois selon le discours que tu as, la manière dont tu le fais, ça devient plus drôle en fait. Ouais, moi j'arrête à ce qui. Parce que U-Beach, c'est sous-entendu, on comprend ce qui se passe, mais par contre, à Chagas, c'est même en termes de mise en scène, de jeu d'espace, même d'accoutrement, on est dans un autre cadre. En fait, dans Chagas, il y a la complète parodie de la femme dans la pub, de l'utilisation clairement physique de la femme dans la pub. Sois belle, fais des positions, nanana, etc. Ouvre la bouche. Il y a le côté très, très clippé, très cuté du montage. Ça revient un peu à ce côté quand un photographe prend en photo une mannequin et fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Moi qui me faisait rire. Et après, il y a le côté parodie de Charal, parce que du coup, la femme comme bout de viande, donc du coup, c'est la femme le produit dans cette publicité, clairement. C'est pas mal aussi, hein. Charal, c'est Chagas, Charal, c'est pas mal là. Le truc, y a ce jeu de la mots, connivence à Charal, Charas, là on est vraiment, c'est celle-ci à laquelle je pense, où là vraiment tu vas loin. Ça peut secouer, ça peut surprendre, ça déclenche forcément quelque chose. C'est le but aussi, parce qu'en fait le but aussi, moi, de Fille de pub, c'est de créer du débat, c'est d'en discuter, c'est que les gens se disent justement, est-ce que c'est aller trop loin, est-ce que c'est pas aller trop loin, de quoi ça parle, ok, donc du coup c'est quoi ma vision de la femme, tiens, est-ce que maintenant, la prochaine fois, peut-être que le mec a vu Chagas, il va peut-être voir une autre pub et il va se dire ah putain ça me rappelle, ah bah ouais effectivement les nanas, voilà. Est-ce que tu penses que ça peut changer le regard aussi de certains garçons, hommes sur le rapport à tous les jours, à la femme, à la séduction, au rapport, même sans parler de séduction, au rapport à la femme tout simplement dans la vie normale, dans la vie courante? Je sais pas si ça peut, mais je l'espère. Enfin, c'est un peu ma volonté aussi, quoi, de changer la façon de les rapports humains. Ouais. D'accord. Et là, j'ai envie de poser la question, quels ont été les premiers retours des gens qui ont vu les vidéos, qui ont vu ton travail? Comment ça se passe? Là, je parle vraiment en spectateur, on va dire. Hein. Ouais. C'est quoi les premiers retours? Tu as déjà une tendance sur ce que tu fais, ou c'est vraiment très varié, très disparate, et chacun dit un peu ce qu'il veut, ou il y a une tendance qui se dégage? Non, il y a la tendance qui se dégage, c'est ah ouais, en fait, t'es un peu taré. Donc voilà, ce qui me déplaît pas du tout. Et c'est le côté taré, mais cool, ok. Parce que cette transgression, elle plaît, parce qu'elle est cathartique aussi, cathartique, quelque part. Donc du coup, c'est plaisant, quoi. Ça l'a été pour moi à le faire. Il y a eu des moments où au tournage qui ont été difficiles pour moi, hein, je l'avoue, hein, parce que sur le moment, t'as pas forcément le côté second degré, t'es juste en train de tourner une scène un peu trash, quoi. Donc, et puis après t'es là, ok, je me rappelle pourquoi je le fais, Oui, et heureusement, j'avais une très bonne équipe qui était là aussi pour me soutenir. Donc un grand merci à eux. Et dont d'ailleurs la maquilleuse qui est une femme, et donc du coup qui était là et qui me soutenait à fond. Donc du coup. Parce que parfois, quand tu tournes certaines scènes qui sont du coup, d'un point de vue premier degré, très sexiste, t'es là, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Oui, à un moment donné, il y a un retour sur toi-même, on se dit, ouais, d'accord. Tu poses la question toi-même, parce que l'humour, il vient après, il vient parce que tu fais un montage. Ouais, il vient après le montage, oui, il vient au produit fini, l'humour, voilà, finalement. c'est ça, l'humour, il vient au produit fini, quoi. Il vient pas au moment où t'es en train de. Enfin, si, parfois, si, bien sûr. On s'est beaucoup marré, mais donc. Et du coup, j'ai perdu le fil de la question. Non, mais c'était ce rapport au premier téléspectateur, voilà. Premier retour sur ces. Ce côté-là, ce côté évidemment trash. Ah ouais, en fait, Mélodie,
voilà, on découvre aussi une part de toi là-dedans. Et avant de les mettre en ligne, j'ai montré, parfois pas fini, mais un premier montage, etc. à des gens et qui avaient hâte de voir en fait justement la réception du public qui était un peu genre t'es sûr de toi, tu veux aller là-dedans, etc. Et ça m'a encore plus motivé, quoi, parce que ça veut dire qu'on touche à quelque chose, quoi. S'il y a une peur, s'il y a un truc et tout, ça veut dire qu'on touche à quelque chose et que c'est là où c'est intéressant. Tu as quoi. atteint en partie pour l'instant ton objectif de ce que tu voulais faire dès le début, dans ton idée première, dans ton écriture. Carrément. Maintenant, j'ai une question, on va dire, plus marketing. Et ça me semble une question extrêmement intéressante. Tu l'as dit tout à l'heure, des pubs conventionnelles, sans aspérité, sans densité, sans épaisseur. Est-ce que tu penses qu'une prod pourrait produire ce genre de publicité? Est-ce que ça pourrait faire quelque chose? Je ne sais pas ce que ça pourrait faire derrière. Ou alors, est-ce qu'une prod ou la télé serait extrêmement hermétique à ce genre de projet? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Une prod, oui, parce qu'il y a beaucoup de prods quand même qui ont leur liberté de penser, voilà. Donc produit, oui. Diffuser en télé, pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, ça commence à se réouvrir, je trouve. Il y a eu un étau un peu, et puis là, ça commence un peu à se. Voilà, il y a des chaînes style Canal avec Studio Canal ou Arte Créatif ou des choses comme ça qui. Pourquoi pas? Tu penses que Canal, par exemple, pourrait, à un moment donné, se pencher sur un projet comme le tien? Ça fait plus qu'un projet, c'est un produit, là. C'est plus qu'un projet, on est sur un produit. Il pourrait diffuser ça, après, mais pas à minuit et quart. À minuit et quart, on est d'accord. C'est ça. Sur un créneau. Sur Internet aussi. Tu vois, ça peut être tout simplement, on te le produit, mais tu es diffusé toujours sur Internet, tu vois, pas forcément en télé, tu vois. Et ça peut. Au début, j'étais vraiment très sceptique par rapport à ça. Et plus ça va, mais par rapport aussi à la réception des gens, en fait, je vois que en fait, c'est polémique et oui ça, etc. Mais ça plaît honnêtement. Donc du coup, je me dis parce que là, il est là le point de fracture finalement, Mélodie. Il est, tu le disais tout à l'heure, ça plaît chez les gens, c'est des choses qui alertent, c'est des choses qui énervent ou qui agacent ou qui plaisent énormément. Mais contradictoirement, certaines chaînes, ou un grand nombre de chaînes s'interdisent de le diffuser. Alors la question que je vais te poser, c'est pourquoi, selon toi? Pourquoi? Si ça plaît, et alors peut-être aussi c'est l'émergence des chaînes YouTube, c'est l'émergence des télés un peu indés qui balancent des trucs ou des festivals indépendants. C'est pour ça, parce qu'il y a une liberté qu'il n'y a pas. Si tu commences à aller chercher un producteur, déjà ça met vachement de temps. Ils reçoivent un nombre de, etc. Voilà. Donc ça peut mettre énormément de temps avant que ton projet voit le jour et t'as pas forcément envie. À un moment donné, t'écris des trucs, t'as envie que ce soit, t'as envie que ça existe, t'as envie de le balancer quoi. Donc moi, je sais que j'ai aussi choisi l'autoprod pour ça, pour une question de rapidité. Et après, effectivement, il y a, par rapport aux chaînes, oui, je pense qu'il y a un retour à la diversification, mais et puis en fait, je me rends pas compte. Moi, c'est moi qui le crée. J'avoue que je me rends pas compte à quel point c'est trash ou pas pour le grand public. En fait, pour moi, franchement, quand je l'ai écrit, que je l'ai montré et fait lire les premières fois, etc., et les retours que j'ai eu un peu, surpris, t'es sûr de toi? Je suis là, bah ouais. Mais parce que moi, j'adore ce qui est transgressif. J'adore donc. Depuis que je suis ado, je veux dire, je regarde du Pasolini, Harakiri, machin, etc. Enfin, je veux dire, donc pour moi, ça me. Oui, tu as une culture transgressive. Une culture du transgressif, ça me plaît. En fait, j'aime être bouleversée par ça parce que ça me fait me poser des questions à chaque fois que j'ai vu des films comme ça, à la fois hyper poétiques, mais en même temps hyper transgressifs et qui vont chercher quelque chose qui est là, tu te poses des questions quoi, et du coup t'évolues, tu lis des choses dessus, tu t'ouvres quoi, et donc du coup oui j'ai cette culture là, donc c'est vrai que moi au début ça me paraissait pas si trash que ça quoi,
Ouais, bon, je me reçois de la viande sur la gueule et alors, tu vois, genre. Oui. Mais après, en plus, non, tu as emballé de façon marketing, Ouais, parce qu'il y a ouais. un emballage marketing autour de ça. On a la photo, d'ailleurs, je renvoie nos téléspectateurs sur Push, l'interview, où Ouais. tu as une robe de saumon, pratiquement, Ouais, je crois que ouais. c'est ça, hein, je ne veux pas Ouais, me tromper, mais ouais. je crois que c'est ça. Une question, est-ce que tu penses finalement pas que l'ère du transgressif, nous l'avons connu à une époque bien éloignée de ça maintenant, on souvent dit Coluche, si Coluche était là aujourd'hui, si des proches étaient là, il ne pourrait pas œuvrer sur scène, sinon il serait immédiatement mis en garde à vue pour beaucoup de choses, pour beaucoup de thèmes, pour beaucoup de délits, pour beaucoup de choses. Est-ce que tu ne penses pas finalement que l'ère du transgressif se situe aujourd'hui à la parfaite conjonction du web et des réseaux sociaux? Est-ce qu'une chaîne peut émerger et un artiste peut émerger avec Si, bien sûr que si, parce que déjà, il n'y a plus autant de liberté sur les diffuseurs classiques. Alors que tu l'as grâce aux réseaux sociaux et YouTube, et surtout tu es en contact direct avec le public en fait, et c'est le public en fait la nouvelle démocratie entre guillemets. On est sur mais ça, j'ai commencé à écrire une pièce là-dessus qui est assez intéressante, c'est qu'aujourd'hui, tu te fais juger en bien ou en mal, directement par le public qui met des likes, laisse des commentaires, et donc du coup, il n'y a plus de filtre en fait, il n'y a plus d'intermédiaire, et c'est ça qui est dangereux mais aussi hyper intéressant quoi. Et donc du coup tu es légitimé par ton public directement et pas parce que tu as été repéré par Ruquier et que tu vas être diffusé sur cette chaîne. Et ça, c'était pas possible il y a 5-6 ans en arrière encore. C'est ça. La célébrité, c'est environ il y a une dizaine d'années. Mais la vraie célébrité, en millions de vues, vraiment voilà. des gens, d'ailleurs on le voit, je vais faire une petite assertion Gilets jaunes. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des lives sur les Gilets jaunes, ils ont 10-15 000 vues secondes, enfin du moins en temps réel, alors que sur les chaînes info, on a des pics d'audience sur des 18-20 heures sur les grandes chaînes info, on est à 100 000, 120 000 maxi, pourtant on est sur des grandes chaînes info avec beaucoup de moyens, et n'importe qui a un peu des lives et qui sait faire, ne serait-ce sur les Gilets jaunes ou d'autres domaines, la culture ou des youtubeurs connus, peut faire beaucoup d'audience dès qu'il a eu son téléphone et qu'il fait un live. Donc cette démocratie, elle est là aussi finalement, non? Ouais, elle est là, et il y a aussi ce truc sur les réseaux sociaux et YouTube, etc. Tu t'abonnes et tu likes des chaînes, des pages qui font partie de ton univers, donc à qui tu fais confiance en fait. Donc quand Putsch va relayer Mélodie Banquet, les gens qui suivent et qui aiment Putsch vont s'intéresser avec déjà en tête un truc de déjà Putsch légitime en fait cet artiste. Oui, on a une caution nous à notre niveau effectivement sur les artistes qu'on reçoit. Je m'entends, je veux dire, si vous n'êtes pas comme on le sait, vous n'êtes pas de tel ou tel bord, etc. Non, mais sûr que non. Politique, bon là moi c'est moins politique, enfin si ça l'est, et donc du coup, quand tu t'abonnes à une page et que un tel relaie tel artiste, forcément ça le cautionne. Donc tu vas regarder tel truc en te disant, voilà, il y a une confiance en fait qui naît dans une communauté en fait sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Enfin tout ce que tu suis, en fait tu le suis délibérément. Bien sûr, je veux dire, et volontairement. Voilà. Et pour que tu es peut-être beaucoup plus captif que chaînes. Alors que les chaînes, c'est pas toi qui maîtrise ce qui passe à la télé, c'est pas toi qui maîtrise, etc. Et en plus, il y a aujourd'hui ce discours commun de BFM, etc. qui relaie de l'info sans y mettre de contenu, sans. Alors, voilà. une question à laquelle tu peux ne pas répondre, bien entendu, tu peux faire ce que tu veux ici en termes de liberté de parole. Est-ce que par exemple, toi tes chaînes t'ont déjà appelé, des médias t'ont déjà appelé, je parle des chaînes info, télé avec de grosses audiences, est-ce que c'est le cas ou pour l'instant c'est pas du tout le cas par rapport à ce que tu fais, parce que ça pourrait être l'objet. Non, pour t'inviter, pour que tu en parles, du moins, puis peut-être produire, mais pour en parler du moins, pour essayer d'avoir un écho, une fenêtre médiatique pour en parler. Après c'est très jeune, donc le truc c'est que ma diffusion n'est pas encore allée, je pense, aux oreilles de toutes ces personnes. Il y en a une, RT, mais où j'ai pas pu aller parce que voilà, j'avais une indispo et donc ça s'est fait très rapidement, c'était pour la journée de la femme, on m'a appelé le jour même et j'étais pas dispo pour venir ce jour-là, donc du coup ça n'a pas pu se faire, donc voilà. D'accord. Et est-ce que tu le penses? Est-ce que pour toi ça serait intéressant que ça soit le cas? Ou on a parlé de cette espèce de monde souterrain, ce monde alternatif des médias, c'est-à-dire entre les artistes, les créateurs de contenu comme tu es, et nous, médias plus extrêmement indépendants, qui avons des chaînes YouTube, des diffusions en direct, sans trop de moyens. Est-ce que finalement ce monde-là est voué à grossir, à émerger et à peut-être être beaucoup plus prescripteur de projets, de contenus, de livres, de CD, de spectacles, que les grandes chaînes info qui finalement sont très généralistes et ne s'attardent pas tellement sur les sujets? Ça va mettre du temps, quoi.
parce que mine de rien, beaucoup de gens, je veux dire, réflexe, j'allume ma télé, je mets la chaîne d'infos même si je la regarde pas, donc t'entends des trucs passer. Alors là, tu as dit quelque chose d'intéressant. J'allume la chaîne d'infos et je ne la regarde pas. Ouais. Est-ce que, justement, et là je continue à préciser ma question, quand, et tu l'as dit tout à l'heure, avec une espèce de caution, de légitimation de médias pour un artiste, est-ce que par contre, là, même si la communauté est beaucoup plus petite, elle est peut-être aussi beaucoup plus captive et beaucoup plus oui, consommatrice de tes contenus ou des contenus de n'importe quel La créateur. personne qui est abonnée à Pooch et qui suit Pooch, elle va délibérément aller suivre le live de Pooch, aller lire, etc. Alors que les grands médias, effectivement, très souvent, tu vas dans un bar, ils sont en train de passer BFM. Moi, j'ai des copines, elles n'aiment pas le silence chez elles. Tu peux choisir de mettre la radio pendant que tu es en train de te préparer le matin, comme tu peux mettre la télé pour avoir un espèce de bruit de fond, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont cette habitude-là, quoi. Donc, effectivement, il y a ça aussi. C'est que ce qui est intéressant avec les médias plus underground, il y a capte beaucoup plus l'attention peut-être. Et plus de fidélisation aussi. Il y a plus de fidélisation, pardon, que effectivement, oui, sur des grandes chaînes. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'un artiste vit parce qu'il est diffusé et parce qu'il va avoir une visibilité. Je refuserais pas de passer sur BFM, etc. Parce par exemple, que, si tu voulais, une question qui va s'emboîter dans l'autre. Première question, si tu voulais, par exemple, si tu n'avais pas de proposition directe, et je prolonge ma question, est-ce que tu penses que les propositions que tu n'as pas à l'heure actuelle, pour l'instant, est-ce qu'elles sont dues à ton manque de visibilité en tant qu'artiste parmi la foule d'artistes qui sont sur le marché? On va dire malheureusement, c'est pas terrible, mais c'est le marché. Ou alors, tu n'es pas invité parce que ce que tu dis n'est pas possible de le diffuser à la télé ou de faire passer ou ce genre d'image. Ouais. Voilà la première question, et après j'en ai une autre. Je pense pas parce que après je pense que les gens aussi, comme tu le disais, il y a eu la première, la deuxième vidéo. Maintenant qu'il y en a 4 et qu'il y en aura d'autres et qu'il y a le discours aussi, là, ce que je suis en train de faire, etc. Du coup, les gens commencent à me connaître, à connaître mon univers. Et ils avaient besoin de ça aussi pour savoir la première vidéo, tu la vois, il y a des gens qui vont tout de suite adhérer, etc. Et puis il y a des gens qui vont être un peu plus entre le cul entre deux chaises, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça qui vont pas savoir, un peu interdit sur l'objet. Et du coup, là, maintenant que dès qu'un artiste est beaucoup plus diffusé, qu'il y a son discours derrière, qu'il y a beaucoup plus de création, tu sais beaucoup plus qui elle est. Et moi, je pense que là, maintenant, les gens commencent à être, à savoir, quoi. Et donc, du coup, je le vois, j'ai de plus en plus de followers sur les réseaux sociaux, de tous horizons. Donc, moi, ça me rassure vachement. Et puis, c'est plaisant, quoi, parce qu'effectivement, tu vois que les gens comprennent ton discours, quoi, en fait. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde et je ne plais pas à tout le monde. Et ça, il n'y a pas de souci. Et un autre truc aussi, c'est que je vois que vous êtes intéressé à moi dès le début. Derrière, tout de suite, au mois de mars, donc du coup, ça faisait 1 mois et demi que c'était lancé. Il devait y avoir 2-3 vidéos sur la chaîne. Il y a eu Technicart, où du coup, là, j'ai fait la double page dans Technicart, etc. Donc, voilà. Et il y a eu Cosette qui m'a relayé. Donc, Cosette Technicart, je veux dire, même si c'est très jeune. Oui. On est dans le même périmètre finalement. C'est un peu le même lectorat. Le même univers. Tu as quand même un côté chez Cosette. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a un côté plus féminin, entre guillemets, donc qui va comprendre le message voilà, ça veut parler du sexisme, ça veut parler de la femme. Donc du coup, voilà, il y a eu Pooch, Technicart, Cosette. Et du coup, je me rends compte Est-ce que ça te semble cohérent, ces 3 médias par exemple? Ça me semble très cohérent. Et effectivement, ça me conforte dans l'idée de ce que moi je pensais déjà, que oui, ça peut être diffusé sur des médias plus classiques et après, ils vont peut-être pas passer le moment touchy de la vidéo, quoi. Et puis voilà, je veux dire, pour le présenter, ils vont peut-être passer. Alors, j'ai une dernière question. C'est la question, est-ce que finalement, dans ce que nous venons de discuter, cette espèce de, moi je rappelle ça, ma petite phrase de monde souterrain ou le monde alternatif, ce qu'on voudra, médias indépendants, est-ce qu'il ne serait pas plus bénéfique
pour toi et les autres créateurs, mais pour toi, en l'occurrence, de monter ta communauté effectivement sur Internet et d'y rester et de pouvoir agréger suffisamment d'audience via les vidéos virales, via des teasers, via des choses comme ça, et finalement vivre toi-même de ta communauté en permanence qui peut s'agrandir. On le voit, il y a des youtubeurs qui vivent avec, ils ont 2, 3, 4 millions d'abonnés et ils n'ont même pas besoin des chaînes. Ouais, bien Ils sûr. font une vidéo en Bien 1 sûr, heure ou 2 heures et ils se bah retrouvent avec maintenant, 300, il y en 400 a 000 vues. beaucoup, il y en a beaucoup. Je veux dire, quand tu vois le nombre de youtubeurs comparé au nombre de chaînes et ce qu'elles relaient, Et qui gagnent de l'argent en plus là-dessus. qui gagnent Qui très bien leur vie, monétisent même. placement produit, qui gagnent monétisation. Qui gagnent très Ouais. bien leur vie. Ouais. En fait, ça a été un peu la question au départ aussi, et où je me suis dit que la réponse allait venir au fur et à mesure. Je veux dire, je vais voir ce qui se passe. Moi, je lance des vidéos, tu vois la réception du public, tu vois la réception des médias, et puis en fonction de ça, de ta communauté qui grandit, tu te dis est-ce que j'ai envie de rester indépendant? Est-ce qu'il y avait disons que c'est une des possibilités. Parce que même si demain on vient me voir et qu'on me dit j'ai envie de te produire, etc., mais par contre c'est à telle condition, etc., ça va peut-être pas être des conditions. C'est qui peut arriver. Voilà. C'est qui peut arriver. C'est peut-être pas des conditions que je vais avoir envie d'accepter parce que effectivement mes vidéos, j'y tiens quoi, à ce côté transgressif. Si j'enlève ça de mes vidéos, il n'y a plus mon humour, quoi, il n'y a plus ma marque de fabrique, quoi. Donc du coup, si on vient me voir et qu'on me dit ah c'est hyper qualitatif, c'est bien écrit. Par contre, c'est un peu transgressif, est-ce que tu peux abaisser le niveau? Je vais réfléchir quoi, en fonction de qu'est-ce que vous voulez dire par là. Peut-être faire un essai d'écriture ensemble, ça me plaît pas. Ça se fait comme ça, quoi. C'est au fur et à mesure de l'évolution du projet. Finalement, est-ce que tu pourrais monter un trash business? Des vidéos, une plateforme, une communauté, des likes, de la monétisation, enfin tout un plan, système qui peut se faire. C'est ça qui est formidable de nos jours et c'est ce qui a aussi poussé Putsch, hein, avec un peu d'investissement, mais ce qui nous a poussé, c'est de créer une communauté ex nihilo, c'est-à-dire en partant pratiquement de rien, juste à base de contenu, de fond de contenu et des gens qui s'agrègent au contenu. C'est une question, est-ce que toi c'est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais dire, ben voilà, moi je monte mon truc, mes vidéos, complètement envisageable en fait. puis je gagne un peu d'argent, je fais un studio, et dans mon studio je produis et je continue à te produire. Surtout que en fait, plus tu es à fond dedans et plus tu avances, plus tu as d'autres idées. Donc là, j'en parlerai pas parce que c'est encore touch et tout, mais j'ai eu d'autres idées autour de filles de pub, quoi. Donc clairement, oui, c'est quelque chose de complètement possible. C'est un truc qui pourrait effectivement envisageable aujourd'hui dans le monde que nous vivons. Complètement. Une dernière petite question, est-ce que là, te vient à l'esprit ton putsch du jour, ton putsch de la semaine, quelque chose qui t'a un coup de gueule, coup de cœur, on appelle ça un putsch, nous, ou rien du tout, ça peut arriver à rien du tout, hein, ou quelque chose qui t'est arrivé. Putsch de la semaine. Ou putsch de l'avant-semaine, ou putsch du début de l'année, si tu veux, c'est quelque chose qui est vraiment ta coup de cœur, coup de gueule. Non, bon, c'est pas grave. Honnêtement, là, Prochaine actu. Alors, on finit là-dessus. Où on peut te retrouver, Mélodie? Tu as une chaîne melodybanquet.com, je crois que c'est ton site, non? Non, il n'y a pas de site. Enfin, mon site, c'est un site de comédienne, donc c'est pas très intéressant pour le grand public. D'accord. Oui, effectivement. Ta chaîne YouTube, ça c'est le plus important. Il y a ma chaîne YouTube. On mettra sur le live. Hein, donc la chaîne YouTube, c'est Mélodie Banquet. Et en fait, Fille de pub est à l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la chaîne YouTube qui s'appelle Fille de pub. La chaîne YouTube s'appelle Mélodie Banquet. Après, il y a les réseaux sociaux. Facebook Mélodie Banquet, Instagram Mélodie Banquet et Instagram Fille de pub où là je poste des petites punchlines, des photos. Donc pour le coup il y a 2 Instagram, il y a Mélodie Banquet et Fille de pub. D'accord, donc bientôt une prochaine vidéo ou pas? Bientôt une prochaine vidéo. Ouais, combien de temps? Bientôt, d'ici l'été peut-être? Oui, avant l'été. D'accord. Combien de gens collaborent avec toi sur ces vidéos? Ça peut varier, j'imagine. Tu as une équipe noyau? Il y a un noyau dur, environ 5. D'accord. Environ 5. Ouais, on est une petite équipe, c'est de l'autoproduction, donc pour le moment. Mais des personnes de confiance. Et comment on tourne? Ça dure combien de temps un tournage? 2 heures, 3 heures, 4 heures? On est sur une demi-journée, une journée entière ou plus peut-être? Selon les vidéos, ça dépend. Soit demi-journée, soit journée entière. Parce que il y a quand même une volonté de qualité. L'idée c'est vraiment de faire des fausses pubs qui ressemblent à des vraies pubs, de faire du low cost, du semblant de gros budget avec du petit budget. Donc pour ça il faut trouver des solutions. Donc du coup entre une demi-journée et une journée. D'accord. Selon les vidéos. S'il y a plusieurs lieux aussi. D'accord, oui. Royal Câlin, il y avait plusieurs lieux, donc on l'a fait sur 2 demi-journées. Alors que Chagas, lieu unique, cadre unique, le tournage en lui-même a duré 3 heures.
peut-être 4, parce que c'était technique. D'accord, le balançage Oui, oui. Ben, on vous de salade et d'œufs ça, effectivement, était très technique. On vous invite à aller voir notamment les clips donc, de Mélodie Banquet sur les réseaux sociaux. On vous met ça sur le live. En tout cas, Mélodie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Putsch en live dans les salons de Putsch après-midi. On vous dit bonne fin de journée à toutes et à tous et bon week-end et vive la démocratie. Bye bye.